Distingués invités, mesdames et messieurs, je commencerai par adresser mes remerciements sincères aux organisateurs de ce colloque pour l'aimable invitation qui m'a été adressée. Je souhaiterais aller plus loin, c'est adresser l'expression de ma profonde gratitude à tout le peuple tunisien pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour les soins attentionnés dont je bénéficie depuis que je suis sur votre belle terre de Tunisie. Cela dit, entre un amiral et un colonel, vous savez bien qu'un diplomate n'a pas grand-chose à dire. Surtout quand il s'agit de sécurité. Sauf que l'histoire nous a enseigné ces 10, 15, 20 dernières années que la sécurité, disons, n'est plus l'apanage seulement des forces de défense et de sécurité, mais la préoccupation de toute la nation, de chaque individu et de chaque groupe d'individus. Et nous devrions, disons, dans un élan solidaire, travailler ensemble à créer un climat de paix et de sécurité qui garantisse la stabilité et l'investissement. Parce que le développement, c'est d'abord l'investissement. S'il n'y a pas de sécurité, il ne peut pas avoir d'investissement. Et vous voyez le lien qui a été établi ce matin, quand je rentrais dans la salle, entre développement et sécurité. Et l'autre aspect, c'est qu'avec tout le respect que nous, civils, nous devons à nos forces de défense et de sécurité, nous nous sommes rendus compte que même les deux forces réunies, tout corps confondu, ces forces ne sont plus aujourd'hui capables d'assurer la sécurité des personnes, des biens, des frontières, des investissements, etc. Du coup, une des meilleures formules, disons, qui a pu être développée à travers le monde, et en particulier dans mon pays, c'est le concept de gouvernance partagée de la sécurité, qui est une sorte de dispatching des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs des secteurs de la sécurité. Pas seulement la défense et la sécurité, mais les pouvoirs publics, la société civile, comme vous êtes en train de le faire, la société politique, donc les partis politiques, les collectivités territoriales, le secteur privé, les communautés également, parce qu'il y a un concept qui est émergent et dont vous allez entendre parler dans les mois à venir, c'est le concept d'engagement communautaire et de résilience. Vous voyez donc que si on fait un dispatching des rôles et des responsabilités entre tous les acteurs, chacun dans son domaine, nous pourrions en ce moment espérer, disons, renforcer le maillage sécuritaire dans nos pays d'abord, à nos frontières, dans nos voisinages, et puis élargir un tout petit peu le cercle, disons, de sécurité à des pays voisins, et pour ce qui concerne le Sahel et le Maghreb, à l'ensemble, disons, de ce binôme Sahel-Maghreb. On m'a demandé au départ, disons, de réfléchir sur les menaces sécuritaires et les enjeux stratégiques. Je crois que toutes les menaces sécuritaires ont été déjà annoncées par les différents intervenants avant moi. Je veux juste ajouter un mot, c'est que ces menaces, il fut un moment où ces menaces et les acteurs surtout de ces menaces sécuritaires étaient cloisonnés. Et puis, au bout d'un moment, comme on l'a démontré dans la salle, disons, ça s'est rapproché. Et en ce qui concerne mon pays en particulier, le Mali, au bout d'un moment, on ne savait plus qui était le trafiquant de cigarettes, je veux même dire le contrebandier de cigarettes, qui était le trafiquant de drogue, qui était le trafiquant d'armes, qui était le terroriste. Et je vais juste vous donner une petite image que j'ai l'habitude de donner. Des trafiquants de drogue décident de prendre de la drogue à Agadez, au Niger, pour la déposer à la frontière entre l'Algérie et le Mali. On est toujours, vous le voyez, on est toujours voisins là. Et je vous fais une parenthèse pour dire que c'est le président Bouteflika, qui était commandant de l'ALN, qui avait ouvert le front sud dans ma ville natale à moi, Gao.
aujourd'hui encore, ce camp existe et le souterrain de l'ALN existe. Donc, ces trafiquants de drogue veulent déposer de la cam à la frontière, à Tiazawaten, à la frontière avec l'Algérie. Ah, ici, oui, il faut qu'on soit protégé. Ils vont voir les trafiquants d'armes pour leur dire, écoutez, couvrez-nous là jusqu'à ce qu'on arrive à destination. Ils prennent le désert dans leur 4x4, ils traversent la frontière nigérienne, donc ils étaient au Niger, ils traversent la frontière malienne, et ils entrent au Mali, et ils arrivent en plein désert dans les Timitrines, et puis ils voient là une plaque rouge, stop, ce sont des barbus qu'ils rencontrent. Où est-ce que vous allez? Ah ben là, nous allons déposer la cam là, à Tiazawaten. Oui, mais sauf que ici, c'est nous qui commandons. Donc tous ceux qui sont en train de vous encadrer là, payez-les, qu'ils s'en aillent. Le chauffeur est exécute, il paye. Ceux qui encadraient, qui couvraient donc les trafiquants de drogue, se retirent, c'était des trafiquants d'armes. Là, les barbus, ce sont les terroristes, les djihadistes. Ils s'en vont, et puis, au bout d'un moment, ils rencontrent des Touaregs de chez nous qui disent, ah, attention, stop, ici, c'est chez nous, notre pays. Oui, où est-ce que vous allez? Ah, on va à Tiazawaten, ah, Tiazawaten, c'est nous qui connaissons le chemin. Si vous prenez ce chemin-là, vous allez tomber sur l'armée malienne. Donc, du coup, bon, ben, payez les barbus, là. Et nous, on vous accompagne. Quand ils arrivent, disons, à Tiazawaten, au moment de déposer la cam, il se trouve que le chauffeur n'a plus d'espèces sonnantes et trébuchantes sur lui pour payer les rebelles. Du coup, il leur dit, bon, mais servez-vous dans la cam. Alors dites-moi maintenant, qui est le trafiquant de drogue, qui est le trafiquant d'armes, et qui est barbu, qui ne l'est pas? Voilà la question. C'est juste pour vous dire, mesdames et messieurs, qu'on en est arrivé à un moment à une hybridation des menaces sécuritaires et des acteurs de la criminalité. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est vraiment un cocktail Molotov. Et quand ça explose, comme ça s'est passé, disons, au Mali, forcément, ça ne se confine pas au Mali ni au Sahel, ça va avoir des répercussions sur le voisinage immédiat. Donc, d'abord l'Algérie, on l'a constaté, le Niger, la Tunisie, et ça va avoir évidemment des conséquences énormes sur nos pays, sur nos peuples. Et je vais rapidement aller face à cette situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mesdames et messieurs, je pense personnellement que, comme l'a dit tout à l'heure mon colonel, nous sommes entre l'Afrique du Nord et le Sahel, nous sommes longtemps ignorés, pour diverses raisons, chacun a sa raison. Il faut maintenant qu'on se retrouve, parce que si nous regardons dans le rétroviseur de l'histoire, nous nous sommes plusieurs fois retrouvés. Et il faut que nous nous retrouvions pour l'avenir, parce qu'il y a des enjeux, disons, qui sont liés à cette situation sécuritaire et qui sont cruciaux pour nous tous. Le premier d'entre eux, c'est l'enjeu de la sécurité des personnes elles-mêmes, la sécurité humaine. L'enjeu de la paix sociale à laquelle a fait allusion tout à l'heure le colonel, cette cohésion sociale dont nous avons besoin. Il y a ensuite l'enjeu de la démocratie que nous sommes en train de construire et des droits humains, de l'état de droit, disons, directement accolés à cette démocratie. Il y a l'enjeu de la stabilité politique qui est indispensable aux investissements et au développement, et surtout au développement durable. Il y a aussi l'enjeu des ressources. Tout à l'heure, vous y avez fait allusion au colonel, l'amiral également. Et ces ressources naturelles attirent des convoitises extérieures. Si nous ne nous sécurisons pas, nous ne pourrions pas défendre nos intérêts. Il y a pour nous tous un problème même de souveraineté intérieure de nos États. Et le Mali en a vu les conséquences quand des rebelles appuyés sur des djihadistes, la plupart des étrangers, ont occupé les 2/3 du territoire national. La souveraineté intérieure a sauté. Il y a enfin, et ça concerne tout le monde, c'est en cela évidemment
que le triptyque là est intéressant, Sahel, Maghreb, Union européenne. Il y a l'enjeu de la paix et de la sécurité internationale qui sont troublés précisément par les menaces transnationales, notamment la criminalité organisée. Voilà quelques enjeux qui me paraissent, disons, très importants. Cela dit, qu'est-ce que nous devrions pouvoir faire entre nous? J'avais préparé, disons, un long plaidoyer, mais je suis obligé, disons, de le ramasser. Je pourrais répondre au niveau des questions, mais je veux juste souligner 2 ou 3 choses qui me paraissent intéressantes pour faire face, disons, à ces menaces sécuritaires, surtout à la criminalité organisée. La première des choses, c'est que nous devrions, entre le Sahel et le Maghreb, je m'arrête là pour le moment, j'appellerai l'Europe plus tard, entre le Sahel et le Maghreb, nous devrions bâtir une nouvelle approche de la sécurité. Parce que pour l'instant, nous n'en avons même pas en réalité. Et nous devrions construire cette nouvelle approche de la sécurité sur des coopérations durables en matière de sécurité, des droits de l'homme, de démocratie et aussi de développement. Et tout cela devrait, à mon avis, pouvoir se faire dans une grande réflexion, une profonde réflexion autour d'un projet de sécurité collective. Et à l'intérieur de ce projet de sécurité collective, nous pourrions et nous devrons muscler les capacités de nos États, individuellement, mais aussi collectivement, afin de faire efficacement face aux défis sécuritaires, faire face aussi aux attentes de nos peuples en matière de sécurité humaine et faire face aussi aux exigences démocratiques et de bonne gouvernance qui sont aujourd'hui de bonne loi. Et une fois que nous aurions avancé dans ce processus sahélo-maghrébin, nous pourrions l'étaler à d'autres pays africains pour aller au niveau continental et construire ce que j'appellerais une convention pour la sécurité en Afrique. Cette convention, et c'est là que j'apporte l'Europe, cette convention pour la sécurité en Afrique pourrait rencontrer des éléments d'une convention pour la sécurité en Europe. Et ensemble, sahéliens, maghrébins, européens, nous pourrions faire à l'humanité, à travers le processus, disons, des Nations Unies, une contribution de qualité à la création d'un climat de paix, de sécurité et de stabilité qui est indispensable pour notre développement et pour la survie de l'humanité. Je vous remercie, M. le Président.